Imaginez ceci. Vous êtes à un élégant dîner européen dans les années 1600. L'hôte apporte le plat principal avec beaucoup de cérémonie. Mais au lieu d'un cochon rôti ou d'un paon, ce sont des restes humains hachés. Et tout le monde commence à manger. Oui, vous avez bien entendu. Pendant des siècles, les Européens ne se sont pas contentés de collectionner les momies. Ils les ont mangées. De véritables momies de l'Égypte ancienne étaient broyées et servies comme médicaments, cuites dans du pain et même présentées lors de somptueux banquets. Mais on n'apprend jamais cela dans les cours d'histoire traditionnels. Vous vous demandez probablement. Mais bon, pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Était-ce un rituel tordu? Un étrange symbole de statut social? Ou croyait-il vraiment que mâcher des cadavres millénaires les aiderait d'une manière ou d'une autre? Eh bien, restez avec moi parce que cette histoire devient encore plus étrange. Nous allons nous plonger dans l'une des modes de santé les plus étranges de l'histoire, celle qui a transformé les vestiges sacrés égyptiens en une denrée prisée dans toute l'Europe. Et attendez d'entendre parler des réunions sociales d'élite où la viande de momie était la vedette du menu. Croyez-moi, ce que ces Européens, soi-disant civilisés, ont fait aux vestiges de l'Égypte antique vous époustouflera. Mais avant de révéler les détails les plus troublants, saviez-vous que Shakespeare lui-même mentionnait les momies comme médicaments dans ses pièces? Et que le roi Charles II d'Angleterre avait sa propre recette, à base de crânes humains et d'extraits de momies. Pouvez-vous imaginer vivre à une époque où aller à la pharmacie signifiait littéralement acheter des morceaux de personnes mortes? Êtes-vous prêt à découvrir la vérité la plus grotesque que l'histoire européenne a tenté de cacher? Permettez-moi de vous présenter Pierre Pommet, un apothicaire parisien du XVIIe siècle dont les mémoires détaillées révèlent le côté sombre du commerce des momies en Europe. Pierre n'était pas un simple marchand. Il était le fournisseur, officiel de médicaments exotiques de la cour de France. Un homme respecté qui fournissait des remèdes aux nobles les plus puissants d'Europe. Dans ses journaux de 1794, il écrit fièrement « J'ai reçu aujourd'hui un envoi exceptionnel. 3 momies complètes d'excellente qualité, parfaites pour nos préparations médicinales les plus raffinées. » Cet homme, qui se disait professionnel de la santé, vendait littéralement de la chair humaine ancienne, comme s'il s'agissait de sucre ou d'épices. Comment en sommes-nous arrivés à ce point grotesque? Revenons aux années 1500. L'Europe traversait ce qu'on appelle la Renaissance. Et là, la situation devenait folle. Les explorateurs revenaient de contrées lointaines avec des histoires trop folles pour être vraies. Mais rien, absolument rien, n'a autant captivé l'imagination européenne que l'Égypte antique. Considérez-les comme le symbole de statut social ultime de la Renaissance. Si vous vouliez devenir quelqu'un, vous aviez besoin d'objets égyptiens dans votre collection. Statues, artefacts et surtout momies. Ces corps n'étaient pas seulement considérés comme des vestiges préservés. Ils étaient des symboles de statut social, des sujets de conversation et, préparez-vous à cela, de potentiels remèdes miracles. Les routes commerciales entre l'Égypte et l'Europe ne se limitaient plus au transport d'épices et de soie. Elles transportaient également des corps humains entiers et préservés à travers la Méditerranée. Les momies sont devenues des produits, tellement convoités que les marchands les ont exposés dans leurs vitrines, comme des articles de luxe. Imaginez-vous marcher dans une rue de Londres ou de Paris et voir un ancien cadavre égyptien exposé à côté de soie fine et d'épices exotiques. Mais on n'apprend jamais cela dans les cours d'histoire traditionnels. Cette obsession n'était pas seulement une mode passagère. La noblesse européenne organisait des soirées de déballage élaborées où elle invitait ses amis à déballer une momie. C'était comme une vidéo de déballage moderne, mais en beaucoup plus morbide. Ils se réunissaient, buvaient du vin et regardaient dans les couches de bandages anciens se décoller pour révéler la personne préservée à l'intérieur. Le plus fou, il ne s'agissait pas seulement d'objets de collection, ramassant la poussière sur les étagères des riches. Les apothicaires stockaient des parties de momies juste à côté de leurs herbes et médicaments. Les artistes ont utilisé une couleur de peinture appelée brun momie, fabriquée à partir de momies réellement broyées. Même Shakespeare s'est prêté au jeu.
mentionnant les momies comme médicaments dans ses pièces. Il ne s'agissait pas d'un marché noir clandestin, c'était la culture européenne, dominante à son apogée. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Il ne s'agissait plus de simples curiosités exotiques. Les Européens nourrissaient des projets bien plus ambitieux pour ces vestiges antiques. Ils étaient sur le point de transformer des artefacts sacrés en quelque chose que vous trouveriez dans une armoire à pharmacie médiévale. Et croyez-moi, ce qu'ils ont fait ensuite est encore plus choquant. Alors, comment quelqu'un s'est-il réveillé un jour et a-t-il pensé « Vous savez ce qui ferait un excellent médicament, des momies broyées ?» Tout a commencé par un énorme malentendu sur le bitume. Vous savez, cette substance naturelle noire, semblable à du goudron. Les anciens textes médicaux arabes vantaient les vertus curatives du bitume, qu'ils appelèrent « mumia ». Le plus étrange, les momies égyptiennes étant noires et brillantes, les Européens pensaient qu'elles étaient préservées dans ce bitume aux vertus curatives magiques. Mais attendez, ça va s'améliorer. Revenons un instant à notre ami Pierre Pommet. En 1792, il a documenté une conversation fascinante avec un marchand arabe qui tentait d'expliquer la différence entre le bitume naturel et les résines de momification. Pierre a écrit littéralement « L'arabe insiste sur le fait que nous nous trompons, mais nos meilleurs médecins ne peuvent pas se tromper. Les momies contiennent clairement la momie guérisseuse. » Ce malentendu culturel était sur le point de coûter la vie à des milliers d'Égyptiens de l'Antiquité. Ces médecins européens ont inventé cette théorie absolument insensée, appelée médecine sympathique. L'idée de base, des tissus morts préservés pourraient, d'une manière ou d'une autre, transférer leurs propriétés conservatrices aux tissus vivants. Dans leur esprit, consommer des morceaux de momie équivalait à prendre une pilule d'immortalité. Ces momies ont survécu des milliers d'années, non ? Ils savaient clairement comment préserver la chair humaine. Et il ne s'agit pas ici d'un charlatanisme venu d'une ruelle. Les plus grands noms de la médecine européenne étaient complètement obsédés par la vie des momies. Le médecin personnel du roi François Ier de France prescrivait de la poudre de momie. Le roi Charles II d'Angleterre avait sa propre prescription de gouttes royales, qui contenait des extraits de crânes humains et de momies. Même le célèbre philosophe Francis Bacon a fait l'éloge de la médecine momifiée comme d'un remède universel. Mais on n'apprend jamais cela dans les cours d'histoire traditionnelle. Voulez-vous savoir ce que les momies pensaient? Pouvoir guérir? Presque tout. Maux de tête, contusions, fractures, nausées, épilepsie, peste, hémorragies internes. Ils avaient une recette de momie pour tout. Ils mélangèrent de la poudre de momie dans des teintures, la conditionnaient dans des pilules, la dissolvaient dans des liquides et préparaient même des cataplasmes à appliquer sur les plaies. Certains médecins prescrivent du vin de momie. Oui, c'est exactement ce que son nom indique. Du vin avec des fragments de momie dissous. Le plus stupéfiant, ce n'était pas une mode passagère. Cette pratique a perduré pendant des siècles. Les manuels médicaux du XIIe au XVIIIe siècle incluaient régulièrement des préparations à base de momie dans leurs ordonnances. Elles étaient aussi courantes qu'on pouvait entrer dans pratiquement n'importe quelle pharmacie européenne et demander une momie préparée, comme on demanderait de l'aspirine aujourd'hui. Mais voici le hic. Vous souvenez-vous comment tout a commencé avec une confusion à propos de cirage à chaussures? Eh bien, les anciens Égyptiens n'utilisaient même pas de bitume dans leur processus de momification. Ils utilisaient du sel, de natron et des résines végétales. Les Européens ont donc passé des siècles à manger des momies, parce qu'ils avaient mal compris un mot arabe. Quel moment perdu dans la traduction! Mais Pierre Pommet était sur le point de découvrir quelque chose qui allait changer à jamais sa vision du commerce. En 1695, il reçut d'un collègue du Caire une lettre qui allait révéler la vérité la plus troublante sur le commerce des momies. Une vérité qui ferait même remettre en question toute sa carrière, même ce trader endurci. Lorsque la demande de médicaments à base de momies a explosé à travers l'Europe, elle a créé l'une des chaînes d'approvisionnement les plus étranges de l'histoire. Les tombes égyptiennes sont devenues de nouvelles mines d'or. Des équipes de pilleurs de tombes attaquaient les sites funéraires
emportant parfois des dizaines de momies en une seule nuit. Le docteur Abd al-Latif al-Baghdadi, médecin arabe qui a visité l'Égypte au XIIe siècle, a témoigné. « J'ai été témoin avec horreur de la façon dont les Européens traitent les restes sacrés de nos ancêtres comme de vulgaires marchandises. C'est une pratique barbare, indigne des peuples civilisés. Mais on n'apprend jamais cela dans les cours d'histoire traditionnelle. Ces marchands n'étaient pas vraiment prudents avec leurs cargaisons. Ils les vendèrent à des marchands qui les entassaient sur des navires à destination des ports européens comme du bétail. Ils découpèrent souvent les momies en morceaux plus petits pour les faire rentrer dans leurs caisses. Pensez-y comme au Tetris de l'Égypte ancienne, mais en beaucoup plus dérangeant. Notre ami Pierre Pomette écrivait en 1695 « J'ai reçu un envoi où la moitié des momies arrivaient en fragments. Il a fallu trier bras, jambes et torses, comme si nous étions des bouchers du Moyen-Âge. » Mais c'est là que les choses se compliquent. La demande continuant de croître, les fournisseurs ne parvenaient pas à déterrer les momies assez rapidement. Ils ont donc fait preuve de créativité. L'historien médical français Dr Marcel Baudouin documente dans ses recherches de 1912 « Nous avons trouvé des preuves que des marchands sans scrupules ont commencé à fabriquer des momies fraîches et en utilisant des cadavres récents provenant d'hôpitaux et de lieux d'exécution. Certains ont commencé à fabriquer de nouvelles momies à partir de corps récemment décédés. Ils récupérèrent des corps dans les hôpitaux ou sur les lieux d'exécution, les enveloppèrent de bitume et d'épices, les enveloppaient et voilà, d'authentiques momies égyptiennes prêtes à être commercialisées. Mais on n'apprend jamais cela dans les cours d'histoire traditionnelle. Le marché des momies avait quelque chose pour tout le monde. Les riches pouvaient acheter des momies, une entière à exposer chez eux, tandis que les clients de la classe moyenne pouvaient acheter de petits morceaux ou des poudres dans leur pharmacie locale. L'anthropologue britannique Dr Eleanor Watson explique « Les registres des stocks des apothicaires londoniens de 1680 indiquent des prix allant de 2 livres pour une momie complète à 6 pence pour une once de poudre de momie générique. Certains commerçants installent même des postes de broyage de momies dans leurs magasins. Choisissez votre momie, regardez-la broyer et emportez-la fraîche chez vous. Et comme sur tout marché de luxe, il existait différentes catégories de produits. Les momies de première qualité étaient censées appartenir à la royauté égyptienne antique. Attention, spoiler, ce n'était généralement pas le cas. Les options de milieu de gamme pouvaient être qualifiées de momies sacerdotales ou nobles. Les acheteurs soucieux de leur budget pouvaient se procurer de la poudre de momie ordinaire, qui, soyons honnêtes, n'était probablement qu'une simple poudre de cadavre additionnée d'épices exotiques. Le commerce était si rentable qu'au XVIIe siècle, l'Égypte était pratiquement à court de momies. L'archéologue allemand Heinrich Zimmermann estime « Nous estimons qu'entre 1500 et 1700, les Européens ont consommé environ 200 000 momies égyptiennes. Il s'agit d'une civilisation entière littéralement dévorée. » Pierre Pommet, vers la fin de sa carrière, écrivait avec amertume « J'ai contribué à détruire plus d'histoires que n'importe quelle armée conquérante ne pourrait en rêver. Et tout cela à cause d'une médecine qui, je le soupçonne, n'a jamais vraiment fonctionné. » Mais attendez d'entendre parler des dîners où la viande de momie était le plat principal. Juste au moment où vous pensiez que cette histoire ne pouvait pas devenir plus étrange, les banquets de momies entrent en scène. Oui, vous avez bien entendu. Des dîners royaux où l'attraction principale était de manger des momies. Mais on n'apprend jamais cela dans les cours d'histoire traditionnelle. Imaginez, nous sommes dans les années 1680 en France. Vous êtes à une réunion mondaine. L'hôte affiche sa richesse et son cosmopolitisme en servant de la viande de momie. Les invités font circuler des assiettes de viande soigneusement récoltées à partir de vestiges égyptiens, assaisonnés et préparés comme une sorte de mets délicat ancien. Vous souvenez-vous de Pierre Pommet, notre apothicaire parisien? En 1688, il atteste avoir assisté à l'un de ces banquets au palais du duc d'Orléans. Il écrit « La table était dressée avec les délices les plus exotiques, de la viande de momie assaisonnée d'épices orientales, du pain cuit avec
de la poudre de momie et même du vin sucré avec de l'extrait de restes antiques. Ils arrosent le tout de vin mélangé à de la poudre de momie, grignotent du pain cuit avec de la momie moulue, et sucrent même leur boisson avec du sucre infusé à la momie. C'était comme un déplacement macabre de la ferme à la table. Sauf que la ferme était un tombeau, et que la table était dressée avec des restes humains vieux de milliers d'années. Mais l'aristocratie ne s'est pas contentée de manger des momies. Elle a fait preuve de créativité. Certains organisaient des soirées de peinture de momies, où les artistes utilisaient ce fameux pigment brun de momie pour peindre les portraits des invités. D'autres organisaient des cérémonies de déballage de momies, transformant la profanation de restes antiques en un événement social à la mode. Le plus époustouflant, c'est que ces pratiques n'étaient pas considérées comme choquantes ou tabous à l'époque. La noblesse européenne considérait les momies comme des produits exotiques, et non comme des restes humains. Ils discutaient, avec désinvolture, des meilleures façons de préparer la viande de momie, comme s'ils échangèrent des conseils culinaires. L'ethnologue suisse Dr Johann Kaufmann documente: dans les salons parisiens des années 1690, il était courant d'entendre des débats sur la question de savoir si les momies des prêtres avaient meilleur goût que celles des marchands, ou si le processus de momification lui-même affectait la valeur nutritionnelle. Certains hôtes se sont même vantés de l'âge de leur momie, affirmant qu'elle provenait d'un ancien pharaon ou d'un prêtre. Cette pratique est devenue si extrême qu'au milieu des années 1700, certains médecins européens prescrivaient des incisions spécifiques sur les momies pour diverses affections. Ils prétendaient que la tête était la meilleure solution pour les maux de tête, le cœur pour les problèmes cardiaques et les pieds pour les problèmes de pieds. Les patients fortunés pouvaient commander spécialement ces pièces spécifiques, tandis que les gens ordinaires devaient se contenter de poudre de momie générique. Pierre Pommet, dans ses dernières entrées de journal de 1699, écrit « Un noble m'a demandé expressément le cœur d'une momie féminine pour guérir le mal d'amour de sa femme. Je lui ai facturé l'équivalent de 50 livres d'or pour cette aberration. » Et si vous vous demandez si quelqu'un à l'époque pensait que c'était peut-être, juste peut-être, un peu perturbé, il y avait des voix de la raison. Notre ami Abd al-Latif al-Baghdadi avait écrit des siècles plus tôt. C'est une pratique barbare, indigne des peuples civilisés. Il parle d'être en avance sur son temps. Mais voici que vient le moment où tout cela s'effondre de la manière la plus spectaculaire. Alors, qu'est-ce qui a finalement poussé les Européens à arrêter de manger des momies ? Eh bien, ce n'était pas une révélation soudaine. C'était plutôt une lente prise de conscience que peut-être, juste peut-être, manger des restes humains anciens n'était pas la meilleure pratique médicale. La première faille dans la réputation de la médecine des momies est venue d'une source improbable, les pilleurs de tombes eux-mêmes. Au XVIIIe siècle, ils ont commencé à admettre que la plupart de leurs momies égyptiennes antiques étaient en fait des faux faits maison. Rien ne tue un marché de luxe comme découvrir que vous avez mangé des criminels récemment décédés au lieu d'anciens pharaons. Et voici le coup de théâtre qui change tout. Pierre Pommet, notre respecté apothicaire, n'était pas qu'un Duffernomen simple marchand. En 1701, il fut nommé inspecteur royal des médecines exotiques par Louis XIV. Son travail consistait à vérifier l'authenticité et la qualité de tous les médicaments importés arrivant en France. Et au cours de ces inspections, Pierre fit une découverte qui allait bouleverser toute sa vision du monde. Dans ses rapports secrets au roi, il écrit « Chère Majesté, je dois vous annoncer avec grand regret que 80% des momies que nous avons consommées sont des inventions récentes. Nous avons mangé des criminels français déguisés en pharaons égyptiens. Mais on n'apprend jamais cela dans les cours d'histoire traditionnelle. Les preuves de cette tromperie massive ont été occultées pendant des décennies parce que trop de familles puissantes avaient investi des fortunes dans le commerce des momies. Puis vint l'ère de la pensée scientifique. Les médecins commencèrent à faire des folies, comme tester l'efficacité des médicaments. Révolutionnaire, non ? Ils ont commencé à remettre en question les remèdes traditionnels. Et devinez quoi ? Il n'y avait guère de preuves que manger des momies moulues guérisse quoi que ce soit, si ce n'est peut-être l'appétit. Mais le véritable glas de la tendance à manger des momies
est venue de l'intérêt croissant pour la véritable histoire égyptienne. Alors que les chercheurs commençaient à étudier les hiéroglyphes et à s'intéresser à la culture de l'Égypte antique, ils firent une découverte bouleversante. Ces momies étaient des êtres humains, comme de vraies personnes, avec des noms, des histoires et des croyances sur l'au-delà. Les mentalités européennes changèrent radicalement. Les cercles sociaux, qui organisaient autrefois des dégustations de momies, considéraient désormais cette pratique comme barbare. Les musées ont commencé à collectionner et à préserver les momies au lieu de les broyer. À la fin des années 1800, manger des momies était passé d'une médecine de haut niveau à quelque chose que les gens prétendaient n'avoir jamais pratiqué. Pierre Pommet, dans sa dernière confession avant sa mort en 1708, écrivait « J'ai passé ma vie à détruire les vestiges d'une civilisation dont je comprends maintenant qu'elle était infiniment plus sophistiquée que la nôtre. S'il existe un dieu égyptien de la justice, qu'il ait pitié de mon âme. » Le plus tragique est que lorsque l'Europe a pris conscience de ce phénomène, d'innombrables momies avaient déjà été détruites. Nous parlons d'un pan entier de l'histoire humaine, broyé et consumé par une mode médicale qui a duré des siècles. Certaines estimations suggèrent que les Européens ont consommé des centaines de milliers de momies au cours de cette période. Cet étrange chapitre de l'histoire européenne nous a laissé plus que quelques archéologues sérieusement perturbés. Pour commencer, cela a complètement changé notre approche des artefacts anciens. Aujourd'hui, les musées ont des règles strictes concernant la manipulation des restes humains. Et oui, ne pas les manger en fait clairement partie. L'épisode de la momie dévoreuse est un parfait exemple de ce qui se passe lorsque nous traitons les cultures anciennes comme des curiosités plutôt que comme de véritables civilisations. Cela nous montre également à quel point les connaissances courantes peuvent facilement être complètement erronées. Pendant des siècles, les plus grands esprits européens ont juré par la médecine des momies. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que tout le monde sait quelque chose, rappelez-vous que tout le monde savait autrefois que manger des momies était bon pour la santé. Il est facile de regarder en arrière et de penser « Waouh, ces gens étaient fous !» Mais rappelez-vous, ce n'étaient pas des monstres. C'étaient juste des gens qui essayèrent de résoudre des problèmes avec les connaissances dont ils disposaient. Bien sûr, cette connaissance était complètement fausse, mais ils croyaient sincèrement que la médecine des momies pouvait sauver des vies, pariant parfois littéralement leur vie là-dessus. La véritable leçon ici n'est pas simplement « ne mangez pas de momies », même si sérieusement, ne mangez pas de momies. Il s'agit de la façon dont même les personnes les plus intelligentes peuvent croire des choses assez folles, lorsque ces croyances sont enveloppées de traditions et d'autorité. La prochaine fois que vous serez malade et que vous chercherez le nouveau complément alimentaire à la mode qui circule sur les réseaux sociaux, pensez peut-être à ces Européens et à leur médecine de momie. Après tout, au moins votre remède miracle n'est pas fabriqué à partir de restes humains anciens. Envie de découvrir d'autres pratiques médicales historiques qui vous feront douter de la santé mentale de nos ancêtres? Abonnez-vous. Nous avons encore bien d'autres cauchemars médicaux historiques à explorer. Et laissez un commentaire pour partager la pratique médicale la plus étrange dont vous ayez jamais entendu parler. Peut-être sera-ce la prochaine que nous étudierons. Mais voici la question qui va vous tenir éveillé ce soir. Si pendant des siècles, les médecins les plus instruits d'Europe se sont trompés à ce point sur quelque chose d'aussi fondamental. Que de manger des cadavres pour guérir? Quelles pratiques médicales modernes feront que nos descendants nous verront comme des barbares? La réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez, et nous la révélerons dans notre prochaine vidéo.